Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Voici les titres de ce 23 heures. Le Sénat, réuni en séance d'information, a reçu à Yamoussoukro le médiateur de la République. Adama Tounkara est revenu sur son rôle dans l'apaisement du climat social, la promotion de la paix et des droits du citoyen. Il a également exposé sur les actions menées par son organisation. Des investisseurs de Dubaï aux portes de la Côte d'Ivoire, le ministre ivoirien du pétrole et de l'énergie a eu un entretien avec le prince héritier de Dubaï. Ce dernier a fait part du fort intérêt de la famille royale d'investir dans l'énergie en Côte d'Ivoire, à commencer par la construction d'une centrale thermique fonctionnant avec du gaz naturel. Et puis dans notre dossier ce soir, nous parlerons de paix, surtout les pas de géant posés en faveur de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, du dialogue politique au retour de l'ancien président Laurent Gbagbo en passant par la grâce présidentielle. Nous reviendrons sur ces événements marquants. Mais avant, quel est le rôle du médiateur de la République? Quelles sont les actions posées par l'organisation en faveur de la paix en Côte d'Ivoire? Adama Tounkara, premier responsable de l'institution, a répondu à ces questions face au sénateur à Yamoussoukro. Kader Sogodogo. Les sénateurs veulent avoir un certain nombre d'informations sur les activités du médiateur de la République. Le président du Sénat trace d'ailleurs les grandes lignes. Les sénateurs restent assurés d'avoir des réponses aux questionnements ci-après. Quels sont les conflits communautaires dans lesquels est intervenu le médiateur de la République ces dernières années? Quelles ont été les actions du médiateur de la République lors des incidents survenus pendant la période électorale de 2020? Comment le médiateur de la République peut-il garantir les droits des citoyens, surtout en période de crise? Que propose de manière concrète le médiateur de la République en vue d'une vraie réconciliation des Ivoiriens? Comme le stipule la Constitution de la Troisième République, en son article 165, le médiateur de la République, autorité administrative indépendante, ne reçoit d'instruction d'aucune autorité et est l'intercesseur gracieux entre l'administration et les administrés. L'institution est intervenue pour la résolution de crises de tout genre en Côte d'Ivoire. Elle travaille également pour prévenir tous les conflits. Son champ d'intervention est vaste. Dans l'exercice de cette fonction, le médiateur de la République dispose présentement de 12 délégations régionales et de 112 comités de veille. Il bénéficie également de la contribution du corps préfectoral, de la chefferie traditionnelle, des guides religieux, des élus locaux et de la société civile. Dès ma prise de fonction, à la tête de l'organe national de médiation, je me suis engagé à mener une médiation proactive et dynamique pour un meilleur renforcement de la cohésion sociale. Les sénateurs ont eu l'occasion de poser toutes sortes de questions pour en savoir davantage. Au dit de Jano Aoussou Kouadio, ce fut une séance enrichissante et le Sénat s'engage à accompagner le médiateur de la République. Et nous avons donc demandé aux sénateurs de s'impliquer dans la vulgarisation de cet instrument de paix et de conciliation dans toute leur région et surtout de ne pas hésiter à saisir la médiature de la République lorsqu'il y a des conflits intercommunautaires. Grand oral a réussi donc pour Adama Tounkara qui continue d'installer des délégués sur l'ensemble du territoire national. Autre volet de l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en France. Adama Diawara rencontre des partenaires dans le but de s'imprégner des bonnes pratiques concernant son domaine. Clément Boko, Salima Toudia. Juste un petit problème technique. Je pense que nous allons revenir sur cette information.
À Paris, en France, Maria Toukoné multiplie les rencontres en dehors de la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a échangé notamment avec des membres de la délégation italienne sur la question de la mutualisation des efforts dans le but d'obtenir plus de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle s'est également rendue au siège de la délégation permanente de la Côte d'Ivoire près de l'UNESCO. Walter Amadou Ouattara. Siège de la délégation permanente de la Côte d'Ivoire près de l'UNESCO, située dans la rue Miolis, dans le 15e arrondissement de Paris, Bakayoko Liramata, toute nouvelle responsable des lieux, reçoit la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le professeur Maria Toukoné, en mission en France dans le cadre de sa participation à la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO, trouve un laps de temps afin d'échanger avec sa compatriote sur les programmes de cette délégation permanente. Au lendemain même de ma prise de fonction à la délégation permanente de la Côte d'Ivoire de l'UNESCO, nous avons échangé sur les différents enjeux pour la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous de consolider les acquis de nos prédécesseurs. Et donc je voudrais rendre hommage à Madame le professeur Denise Oufouette-Boigny et renforcer la position de la Côte d'Ivoire au sein de l'institution onusienne. Pour traduire donc la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, doit être que la Côte d'Ivoire aille encore plus de l'avant au niveau de ses différents programmes. Vous avez aussi le prix Félix Houphouët-Boigny, donc pour la culture de la paix. La délégation permanente de Côte d'Ivoire près de l'UNESCO assure un rôle de promotion des intérêts et des positions de la Côte d'Ivoire au sein de l'UNESCO. Avant l'arrivée du professeur Li Bakayoko Ramata, sa direction était assurée depuis juillet 2011 par son Excellence Denise Oufouette-Boigny. La ministre Maria Toukoné a accordé une audience aux membres de la délégation italienne. Le sujet principal ici, c'est l'obtention de plus de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Italia è uno dei paesi che più sostengono anche finanziariamente. Alors l'Italie est l'un des pays qui finance le plus l'UNESCO et qui croit le plus au mandat de l'UNESCO sur l'éducation, la culture, le patrimoine mondial. Et l'Italie s'est donc portée candidate pour faire partie du comité du patrimoine mondial et a donc sollicité le soutien de Madame la ministre de l'Éducation, car l'Italie voudrait faire bénéficier les autres pays membres de l'UNESCO de son expertise et de son expérience, afin que davantage de zones géographiques et davantage de pays puissent inscrire de nouveaux sites dans la liste du patrimoine mondial. À travers ces différentes rencontres, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation souhaite mettre à profit toute opportunité pour la Côte d'Ivoire durant la tenue de la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO qui s'achève le mercredi 24 novembre 2021. Je vous le disais à l'instant, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en France. Adama Diawara rencontre des partenaires dans le but de s'imprégner des bonnes pratiques concernant son domaine. Clément Boko, Salima Toudia. Harmoniser les programmes de formation aux normes internationales pour réduire l'inadéquation formation-emploi, renforcer les capacités des enseignants et nouer des partenariats solides dans le cadre de la recherche scientifique, c'est tout l'enjeu de la visite de travail du ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique en France. Ce mercredi 17 novembre, le professeur Adama Diawara a été à l'école de commerce HEC Paris, puis au Conservatoire national des arts et métiers à CNAM Paris et au lycée Louis-le-Grand. Quand on recrute des étudiants, ils n'en sont qu'au début de leur développement et là il faut les accompagner pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est ce qui fait, je pense, vraiment la réussite de notre établissement et des élèves que nous accueillons. N'oubliez pas que chaque année, le lycée Louis-le-Grand place quand même un nombre impressionnant d'apprenants au niveau des grandes écoles d'ingénieurs et autres de grande réputation telles que X Polytechnique. Et alors nous sommes venus nous inspirer du modèle de Louis-le-Grand simplement parce que très bientôt nous allons ouvrir une classe universitaire préparatoire aux grandes écoles à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et en ce moment donc on aura un partenariat avec le lycée Louis-le-Grand pour l'immersion des enseignants, des futurs enseignants de classe prépa.
mais également pour la continuité au niveau de la collaboration que le lycée Louis-le-Grand a avec l'INPHB de Yamoussoukro. En fin de journée, Adama Diawara a eu une séance de travail avec la présidente directrice générale du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD. On en parlait dans les titres en marge de la 26e session de la Semaine africaine du pétrole qui s'est tenue à Dubaï. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, a été reçu par son Altesse Mohamed Al Maktoum, prince héritier. Ce dernier a confié que la famille royale compte investir dans l'énergie en Côte d'Ivoire. Jean-Louis Gombo. C'est une audience qui vaut son pesant d'or. Cette rencontre entre le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, et son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, marquera à coup sûr l'histoire de l'industrie pétrolière et énergétique ivoirienne. Environ 1 heure d'entretien, au cours de laquelle le prince n'a pas caché l'intérêt de la famille royale d'investir dans le secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire. Ils sont intéressés à construire une centrale thermique fonctionnant avec du gaz naturel, puisqu'ils ont appris qu'on a découvert un gisement de gaz en Côte d'Ivoire. Et ils ont les financements, ils nous ont confirmé qu'ils ont les financements et ils peuvent la construire en l'espace de 6 mois. Une bonne opportunité pour la Côte d'Ivoire qui pourrait compter au nombre de ses partenaires, cette puissance du Golfe déjà présente au Ghana voisin. Ils regrettent fort de ne pas être encore en Côte d'Ivoire et ils veulent utiliser cette opportunité de commencer par l'énergie en Côte d'Ivoire et de poursuivre avec d'autres secteurs d'activité. Il prévoit envoyer une délégation à Abidjan au mois de décembre, en début décembre. Et donc, nous les attendons pour discuter concrètement du projet à mettre en place, la centrale thermique, où elle sera située, quelle sera donc sa taille, sa capacité. Notons que cette audience s'est déroulée en marge de l'Africa Oil Week, semaine africaine du pétrole, qui s'est tenue du 8 au 11 novembre dernier à Dubaï. La Côte d'Ivoire y a présenté aux investisseurs venus des 4 coins du monde ses potentialités et ses opportunités d'investissement en matière énergétique. On se rend à Durban, en Afrique du Sud, pour la foire commerciale intra-africaine. La Côte d'Ivoire était à l'honneur ce mercredi. Un forum économique a même été organisé. Objectif, présenter les opportunités d'investissement du plan national de développement. Kéria Dama, Jean-Jacques Kwame. Avec une projection de croissance d'environ 6,5 en 2021, la Côte d'Ivoire, dans le cadre du plan national de développement, période 2021-2025, a élaboré un document qui présente les différents secteurs d'investissement. Au cours de ce forum économique, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Ndiara-Souba, a rappelé les grandes lignes du PND qui visent à accélérer la transformation économique de la Côte d'Ivoire. Pour le ministre, la ZELCAF, zone de libre-échange continentale africaine, est une opportunité. C'est pourquoi il a invité les hommes d'affaires à investir en Côte d'Ivoire. Plusieurs secteurs sont porteurs. L'agro-industrie, la chimie, la plasturgie, les matériaux de construction, également dans les services, etc. Et tout ceci peut se faire en liaison également avec notre secteur privé national, qui est également disponible pour créer avec eux des co-entreprises, des joint ventures, pour que le PND, qui est porté, comme vous le savez, à plus de 75% par le secteur privé, puisse connaître une réussite. Le PND, période 2021-2025, nécessite un investissement d'environ 59 000 milliards de francs CFA. La part belle revient au secteur privé, 74% des investissements. Des statistiques qui montrent que le secteur privé demeure le moteur de la croissance. Une initiative soutenue par l'Afrique du Sud. Je dirais simplement que j'espère que la libre circulation des biens et des personnes sera garantie et que l'intégration africaine sera une réalité, que la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud seront un continent qui permettra aux populations de circuler, que le commerce intra-africain sera une réalité, d'autant que nous parlons davantage de la ZLECAf. Rendez-vous a été donné aux investisseurs étrangers à la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF, prévue en 2023 à Abidjan.
Et puis un dîner gala a été offert par le gouvernement ivoirien, occasion pour le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Souba, de remercier les initiateurs pour le choix porté sur notre pays, la Côte d'Ivoire qui accueille la 3e édition pour donner un avant-goût de l'accueil, défilé de mode et prestations de l'artiste José. On en vient au dossier politique de ce jeudi. La paix a été célébrée en Côte d'Ivoire le 15 novembre dernier. Une journée instituée comme pour faire un bilan des actions posées en faveur de la paix. C'est justement ce que nous faisons dans ce dossier d'Alexis Ouedraogo. Libération des prisonniers des crises post-électorales, retour des exilés politiques et réinsertion de ces derniers dans l'appareil de l'État. La Côte d'Ivoire solidaire aura posé de bien grands pas pour célébrer sa paix. 17 juin 2021, l'ancien président Laurent Gbagbo est accueilli par ses partisans à Abidjan. Un coup d'accélérateur au processus de réconciliation nationale engagé ces dernières années conformément à la volonté du chef de l'État de tourner la page des divisions pour une pleine cohésion. Ferdinand Kouassi, plus connu sous le nom de Ouachar Kedjebo, fait partie des tout premiers à avoir saisi la main tendue du chef de l'État. Rentré d'exil depuis 2016, le secrétaire général du parti Concorde reconnaît la démarche de paix. S'il n'y avait pas la volonté manifeste du président Alassane et tout son gouvernement de rassembler à nouveau les Ivoiriens dans ce pays, moi qui vous parle, Ouachar Kedjebo, je ne serai pas à Abidjan. C'est à faveur de la main tendue du président que nous sommes revenus du Ghana. Beaucoup d'autres personnalités, après nous, au début, nous étions là, c'était à la phase expérimentale, nous avons pris la main du président. Beaucoup ont hésité, mais notre arrivée a démontré que nous n'avons pas eu tort. Alassane Ouattara a respecté sa parole. C'est vrai qu'il y a des choses qui restent encore à faire, mais c'est un processus. Pour lui, consolider la paix est un exercice pour chaque citoyen. Chaque Ivoirien, chaque acteur politique, comme que nous sommes, nous devons nous approprier la paix et nous devons être des artisans de paix surtout. Être artisan de paix, c'est dans nos actes de tous les jours. C'est dans nos discours. Il faut extirper en nous tous les discours qui peuvent nous désunir. Sans la paix, il est difficile vraiment de connaître le développement. Sans la paix, il est difficile de connaître vraiment la prospérité. Donc le message que je veux lancer à tous les Ivoiriens, c'est réellement d'avoir de l'amour pour la Côte d'Ivoire et de faire des sacrifices afin que nous puissions rester en paix, demeurer en paix et que, enfin, nous puissions connaître le développement. Une pensée que partage Albert Mabritois-Keus, président de l'UDPCI et d'autres leaders politiques. La paix, c'est des actions de tous les jours venant de chacun et de chacune de nous. Le gouvernement fait sa part. Je voudrais apprécier le retour des exilés. C'est une très bonne chose. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons ensemble pour garantir la paix? Qu'est-ce que nous faisons dans le cadre du processus de réconciliation nationale? Qu'est-ce que nous faisons pour que les uns et les autres vivent à nouveau entre eux comme des frères et des sœurs ivoiriens, puisque c'est comme ça que nous sommes toujours appelés. Et justement, pour répondre à ces questions, c'est tout le gouvernement qui est mis en mission pour la paix. Le chef de l'État lui-même donne le rythme de ce dialogue et multiplie les cadres d'échange avec les figures fortes de l'opposition, les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, et plus récemment le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. Les actes qui ont été posés par le président, peut-être ça, je sais pas, les gens ont l'impression que c'est normal, mais pour nous qui au quotidien travaillons sur ces questions, c'est exemplaire, c'est exceptionnel. Il m'a instruit, en ce qui concerne effectivement le dialogue politique mené précédemment par le Premier ministre Amadou Gon puis Ahmed Bakayoko, de reprendre, je dirais, dès décembre, la poursuite de ce dialogue politique. Pour la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ce dynamisme impulsé par le président de la République va au-delà de nos frontières. Il vient redorer le blason ivoirien sur la scène internationale. Pendant un mois, nous avons mené une tournée diplomatique où nous sommes partis de New York à Genève, de Genève à Rome, de Rome à Paris, de Paris à Addis Abeba. Et partout où nous sommes passés, toutes ces sommités que nous avons rencontrées vraiment nous ont chargés
de saluer le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour son leadership qui a permis vraiment un retour à la paix en Côte d'Ivoire. Et ils apprécient tous les efforts qu'il fournit pour consolider la cohésion. Un succès qui impacte le développement économique. Grâce à ce climat apaisé, nous avons de nombreux opérateurs économiques étrangers qui ont effectué les déplacements. Il y a eu un forum Côte d'Ivoire-Allemagne, il y a eu un forum Côte d'Ivoire-Portugal. Il y a quelques jours, c'était un autre forum Côte d'Ivoire, les pays de l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada et Mexique. Et les 2 et 3 décembre, il y aura le forum Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, où nous avons déjà 102 opérateurs économiques sud-africains qui se sont déjà inscrits. Ça, c'est un signe aussi palpable du retour de la confiance de la communauté internationale en la Côte d'Ivoire. Au moment où le pays conforte sa place dans le concert des nations, consolider les acquis en renforçant l'unité nationale reste le gage de lendemain meilleur. Après la paix et le développement qui passe également par l'entrepreneuriat. Bientôt, des assises pour les femmes entrepreneurs. Elles auront lieu en 2022. C'est la ministre Nassene Touré qui donne l'information. C'est ce jeudi à l'occasion de la journée internationale de l'entrepreneuriat féminin à Cocody. Le point de Sephora Zigui. Montrer des modèles de réussite afin de booster le leadership de la femme entrepreneur et susciter des vocations. C'est l'ambition de la Journée internationale de l'entrepreneuriat féminin. La place des femmes dans l'économie n'est plus à démontrer. Cependant, elles n'ont toujours pas de visibilité à la hauteur de leurs actions. Aujourd'hui, une femme peut produire, mais si cette production, elle obtient des fonds de 5 millions, 10 milliards, et qu'elle n'arrive pas à les écouler parce que les grandes surfaces sont prises par d'autres productions qui viennent de l'extérieur. Les femmes entrepreneurs sont encouragées par ONU Femmes à bien maîtriser leurs projets, les marchés à investir, mais surtout à se mettre en association pour être plus fortes sur le terrain. Mes sœurs, il faudrait que chacune de vous, et je vous vois nombreuses, contribue et s'engage à la promotion de l'entrepreneuriat féminin et au réseautage, renforcer le réseautage. Les hommes savent très bien le faire, il faut que nous sachions le faire également. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à l'occasion de cette journée, invite les femmes à plus de solidarité. En 2022, elle initiera les assises pour les femmes ivoiriennes. Nous avons besoin d'un lobby féminin puissant en Côte d'Ivoire et il va falloir la volonté de chacune d'entre vous. Nous allons commencer en 2022 des rencontres mensuelles pour mener la réflexion pendant 10 mois jusqu'en juin 2022. Et nous espérons qu'à la suite de ça, dans cette collaboration accompagnée par ONU Femmes et l'ambassade d'Espagne, nous allons pouvoir déboucher sur les assises nationales des femmes. ONU Femmes, en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a développé une plateforme numérique pour permettre aux femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire de vendre leurs produits afin d'avoir de la visibilité à l'extérieur. Cette plateforme sera disponible dès le mois de janvier 2022. La première édition de la journée du digital s'est tenue ce jeudi à Abidjan-Plateau. C'est l'ancien conseiller spécial des TIC du président américain Barack Obama qui a prononcé la conférence inaugurale. Stéphane Probst a expliqué les enjeux des données ou data dans le développement économique d'un pays. Le reportage de Cheikh Koni. Comment générer des données ou encore data? Comment les exploiter afin d'aider à la prise de décision? Enfin, comment protéger ces données pour éviter qu'elles ne soient utilisées pour menacer la sûreté et la sécurité nationale? En gros, au cours de cette journée d'échange entre les acteurs du numérique, il s'est agi d'évoquer l'épineuse problématique sur la souveraineté des données et la stratégie de digitalisation de l'administration publique et des structures privées. Le conférencier Stéphane Probst, ex-conseiller spécial d'éthique du président américain Barack Obama, a tenu en haleine son auditoire, composé de membres du gouvernement, de chefs d'entreprise et d'acteurs du numérique. L'expert a fait savoir que les données sont un levier important pour obtenir une valeur ajoutée
dans tous les secteurs d'activité, la santé, l'éducation et l'économie. Partageant l'expérience américaine en période de crise sanitaire, Stéphane Brost a expliqué que grâce aux données, plusieurs secteurs d'activité ont su être résilients. Prenant la parole, le ministre Bruno Nabagné-Koné, en sa qualité d'ancien ministre de l'économie numérique, a longuement expliqué les réformes entreprises par l'État depuis 2012 pour doter le pays d'infrastructures et de législation en matière de données. Nous avons mis en œuvre ce qui s'appelle le projet IGOV, qui permet aujourd'hui à toute l'administration de communiquer, de travailler beaucoup plus efficacement. Mais tout cela contribue à la collecte de données à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la douane qu'à celui du Trésor, qu'à celui des ministères de l'Éducation nationale, de la santé, de pratiquement tous les ministères aujourd'hui. Quotidiennement, nous produisons la donnée qui est exploitable pour faire avancer plus vite notre pays en certaines matières. D'ici à 2025, la production mondiale de données sera estimée à 175 000 milliards de gigaoctets, selon un rapport du cabinet international IDC. Et comme tous les soirs dans les grandes éditions, voici les chiffres liés à la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 18 novembre 2021 17 nouveaux cas de Covid-19 sur 2214 échantillons prélevés, soit 0,8% de cas positifs, 24 guéris et 0 décès. À la date du 18 novembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 61 553 cas confirmés, dont 60 499 personnes guéries, 702 décès et 352 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 128 789. Les populations sont toujours exhortées à se faire vacciner. La Commission électorale indépendante ne veut plus de crise à la suite d'une élection en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, elle va expliquer son rôle aux populations. Une campagne d'information démarre bientôt. Information livrée ce jeudi par son président Ibrahim Coulibaly Kubière. C'est ce que nous apprend Sidonie Davila. La CEI envisage de se déployer sur l'étendue du territoire pour une vaste campagne de sensibilisation. Une première dans l'histoire de l'organisation en charge des élections en Côte d'Ivoire qui devrait permettre aux populations de mieux cerner la question électorale. Il s'agit d'une tournée nationale avec des conférences publiques autour du thème central, l'élection, instrument de renforcement de la paix sociale. Ces conférences éclatées, ouvertes à toutes les composantes de la population, se tiendront entre le 23 novembre et le 2 décembre 2021 dans 9 villes du pays. Elles seront prononcées par différents commissaires centraux dans les universités publiques, dans les grandes écoles et les écoles de formation des forces de défense et de sécurité. Les partis politiques qui ont vocation à conquérir le pouvoir d'État par le biais de l'élection sont parties prenantes à notre campagne. Les responsables de la CEI, conscients du rôle important d'une élection dans la cohésion sociale et la paix dans le pays, veulent travailler à une solution pacifique avant, pendant et après les élections. D'une part, l'élection ne peut aboutir à la paix sociale que si les acteurs intervenants dans le processus électoral s'approprient la matière électorale et acceptent les règles juridiques qui l'encadrent. Et d'autre part, l'élection sera au service de la paix si l'organe en charge des élections offre à tous les acteurs politiques ou non la garantie que les résultats des élections par lui organisées seront le reflet exact de la volonté exprimée par les citoyens à travers le bulletin de vote. Avec les élections locales, que sont les municipales et les régionales prévues pour 2022, la Commission électorale indépendante se prépare déjà à la révision de la liste électorale. Pourquoi la révision en 2022? C'est parce que la loi l'a prévu. C'est vrai que la loi a prévu la révision de façon annuelle. Mais vous savez, ce n'est pas parce que la loi l'a dit que nous n'allons pas apprécier la faisabilité des dispositions légales sur le terrain. Nous avons constaté qu'au sortir des élections, immédiatement quand nous organisons la révision de la liste électorale,
c'est beaucoup d'argent pour peu de résultats. Donc, nous nous organisons le temps que l'élection soit un peu éloignée, les passions se sont tues, pour réorganiser la société, pour permettre à celle-ci de venir se faire identifier sur la liste électorale. En prévision de cette révision, nous avons mis en place un mode opératoire qui sera soumis au feu de vos critiques et bien entendu de celles des partis politiques pour que, enfin, on puisse avoir un mode opératoire qui va nous permettre de mener à bien cette mission en 2022. Le cycle électoral des élections générales s'est achevé par les sénatoriales partielles le 31 juin 2021. La dernière révision électorale en mars 2020 enregistre 7 495 082 électeurs. Et pour être complet sur l'actualité de ce jeudi, rendons-nous au Soudan. La journée de manifestation d'hier, mercredi, a été la plus meurtrière depuis le coup d'État du 25 septembre. Toutes les communications ayant été brouillées, de nombreux habitants de la capitale ont découvert ce jeudi l'ampleur de la répression. Des tirs ont de nouveau retenti dans la journée à Khartoum, à Bari, dans la banlieue nord de la capitale. Rappelons que 15 personnes ont perdu la vie hier lors de la répression des manifestations contre le coup d'État. Voilà, ainsi va le monde, ainsi va la vie. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers et une très belle nuit sous la protection du Très-Haut.